Okay, party people in the house. Est arrivé. Moi, c'est Georges Boniface Nlend. Je suis doctorant en sociologie à l'Université de Laval. Le comité d'organisation du colloque étudiant m'a fait l'honneur de me demander de modérer cette table ronde et naturellement, j'ai accepté. Alors, la table ronde de cet après-midi porte sur les enjeux et défis des changements climatiques. À la suite des communications présentées par les étudiants, ce sujet participe du thème général du colloque et devrait être le lieu de proposer une sorte d'unité théorique ou conceptuelle, ou plutôt de mettre de l'ordre dans la compréhension aussi bien d'adaptation, encore hypothétique, que des changements climatiques dont il nous a semblé tout au long des communications, des expos des étudiants, qu'ils sont encore en avènement. En effet, les exposés délivrés par les étudiants la veille, hier et tout à l'heure encore, dans divers domaines de recherche, ont montré à quel point non seulement la problématique de l'adaptation au changement climatique concerne tous les aspects de l'activité humaine, mais aussi et surtout combien, en l'état actuel de la matérialité des changements climatiques, il paraît encore très difficile de cerner les problématiques de l'adaptation avec assurance. Hier, dans leurs commentaires respectifs, Ella Hermon, historienne de son état, en est même arrivée à parler d'ajustement face au changement climatique, alors que Luc Boutillier parlait de préparation à l'adaptation au changement climatique. Deux concepts alternatifs pour dire l'ampleur de la difficulté à laquelle la science fait face aujourd'hui dans sa prétention à formuler des hypothèses valides sur un phénomène dont on n'a pas encore la certitude de la réalité empirique indiscutable. Alors, quelles sont les implications intellectuelles, scientifiques, politiques, culturelles et civilisationnelles que suggèrent les changements climatiques? À quelles références et piliers structurels les changements climatiques s'adressent-ils? À quelles exigences nous contraignent cette remise en question quasi paradigmatique? Que gagnons-nous, que perdons-nous dans les changements climatiques? Répondre à toutes ces questions, telle est la tâche non moins aisée à laquelle nos invités vont se consacrer avec nous tous tout à l'heure. Très heureusement, nous avons autour de la table toutes des personnalités parmi les plus compétentes et les plus autorisées pour nous dire ce qu'il convient de comprendre par changement climatique. À quel changement dans la structure mentale humaine les changements climatiques renvoient? Quels sont les enjeux et les défis qu'inspirent les changements climatiques? Notre chance est d'autant plus relevée que nous avons avec nous Madame Fatimata Diatouré. Madame Fatimata Diatouré est directrice de l'Institut de l'énergie et de l'environnement de la francophonie depuis 2007. Entre autres, elle a travaillé pendant 30 ans au ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature du Sénégal, son pays d'origine, notamment comme directrice de l'environnement et des établissements classes, où elle a également œuvré mis en place des projets majeurs et structurants relatifs à l'agriculture et au développement durable. Elle a été membre du conseil d'administration du Fonds pour l'environnement mondial et représentant du Sénégal au conseil d'administration du programme des Nations Unies pour l'environnement.
Madame Fatimata Dia-Touré a été appelée comme experte négociatrice pour le Sénégal dans le processus de négociation de plusieurs accords multilatéraux sur les changements climatiques. Elle a été également un point focal de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ainsi que du protocole de Kyoto, entre autres. Bonjour Madame la directrice et bienvenue. Bonjour. Autour de cette table également, nous avons Monsieur Alain Olivier. Il est professeur en agroforesterie à la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval depuis 1995. Depuis 2004, il est le directeur du groupe interdisciplinaire de recherche en agroforesterie. Il est titulaire de la chaire en développement international de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval depuis janvier dernier. Merci beaucoup d'être là, professeur. Monsieur Louis Robert est agronome. Il est depuis plus de 10 ans conseiller en grande culture au centre de service de Sainte-Marie du ministère de l'Agriculture, Pêcherie et Alimentation du Québec, notamment à la direction régionale de la Chaudière-Appalaches. Il s'est intéressé aux innovations et transferts technologiques en grande culture, aux aspects fertilisation organique, gestion du sol et semis, au développement de nouvelles cultures. Bonjour, monsieur. Le professeur François Antil n'est plus à présenter. Il fait partie de ceux dont l'université est fière. François Antil est professeur titulaire. Il officie en hydrologie au département de génie civil et de génie des eaux de l'Université Laval. Il est membre de l'Institut Environnement, Développement et Société EDS. Il est titulaire de la chaire de recherche EDS en prévision et action hydrologique. Professeur Antil a été l'objet de plusieurs distinctions honorifiques, prix d'excellence en enseignement de l'université, prix Raymond Gervais pour l'enseignement de la science et de la technologie au Québec, prix du ministère de l'Éducation et décoré par le même département pour son cours à distance intitulé Eau vive. Merci, professeur, d'être là. Alors, tout à l'heure, j'ai mentionné que lorsque le comité m'a offert de modérer cette table ronde, je l'ai accepté naturellement. En fait, et pour dire vrai, j'ai littéralement sauté sur la proposition, dans la mesure où la qualité des panélistes me miroitait le plaisir d'un riche échange dialectique entre les différents invités et dont vous venez de suivre l'étoffe scientifique, si vous voulez, l'épaisseur de l'expérience intellectuelle. Alors, dans un premier temps, je vais passer la parole à chacun des invités pour 2 à 5 minutes. Par la suite, et après un tour complet de table, nous rebondirons sur les aspects les plus significatifs en essayant le plus possible d'équilibrer le temps de parole entre tous les intervenants. Plus tard, dans les échanges, vous serez appelés à intervenir soit pour adresser des préoccupations particulières aux panélistes, soit pour apporter une contribution personnelle au débat. Alors, sans plus tarder, Fatimata Dia-Touré, quelles sont selon vous les implications intellectuelles, scientifiques, politiques, culturelles et civilisationnelles des changements environnementaux et climatiques? Merci. Je voudrais tout d'abord remercier les étudiants et l'équipe qui a organisé ce colloque, cette table ronde, d'avoir associé l'Institut de l'énergie et de l'environnement de la francophonie, qui est basé ici à Québec depuis 22 ans, qui est un organe subsidiaire aussi de l'Organisation internationale de la francophonie, qui est basée en France. On le connaît souvent sous l'aspect culturel et sous l'aspect linguistique, mais il y a aussi ce volet qui existe au niveau de la francophonie. Enfin, alors, pour répondre à votre question, c'est vrai, quelles sont les implications scientifiques, intellectuelles, et il y en a effectivement. Et aujourd'hui, nous sommes en face d'une situation
de changements environnementaux. J'aime bien le mot changement environnementaux parce que climatique, peut-être que ça va nous restreindre. Changements environnementaux qui amènent l'humanité, si je peux m'exprimer ainsi, à s'arrêter, à regarder son mode de développement. Je vais insister sur ça parce qu'on parle d'adaptation aux changements environnementaux. Et là, il faudrait qu'on s'adapte par rapport à nos modes de consommation et de production que nous avons. C'est là où se trouve l'intérêt, justement, de discuter des changements climatiques ou des changements environnementaux. On parle de perte de biodiversité, on parle de désertification, on parle de pollution. Et tout ça est dû à un certain mode de vie et un mode de production qui est aujourd'hui soutenu par un système qui est là et qui continue à œuvrer ainsi et qui accentue de plus en plus les détériorations justement de ces ressources de l'environnement sur lesquelles sont basées cette économie, cette croissance qu'on recherche et la qualité de vie qu'on recherche, qu'on appelle dans le niveau social, dans le niveau social. L'amélioration des conditions de vie des populations ne peut être, si on continue toujours à déranger l'environnement et à le mettre dans... Je n'insiste pas trop sur les aspects scientifiques qui sont aujourd'hui là et qui sont connus, appréciés certainement. Il y a des voix plus autorisées que moi, puisqu'on peut avoir des échanges et des avis différents. Mais au moins, on est face à une situation qui nous démontre qu'il faut qu'on s'adapte. Il faut qu'on change nos modes de production et de consommation. Ma question est un prétexte pour vous donner la parole. Hein? Oui, ouais. C'est ça. Mais c'est bon de commencer comme ça. Parce que nous, par exemple, je prends l'exemple que nous sommes en train de développer au niveau de l'Institut de l'énergie et de l'environnement de la francophonie. Nous suivons 3 conventions, les 3 conventions issues de Rio. La convention sur la désertification, la convention sur la diversité biologique et la convention sur le climat. Ce que nous essayons de faire justement pour permettre aux pays en développement qui sont nos partenaires dans ce travail-là, c'est de leur donner des outils. Ça nous ramène un peu à votre question de intellectuellement ou scientifiquement, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Il faudrait d'abord comprendre ces changements. Comprendre ces changements pour les intégrer dans nos différentes politiques de développement. Et pour les intégrer dans les politiques de développement, il faut disposer d'outils techniques, certainement, institutionnels, juridiques, oui, mais qui nécessitent des formations, qui nécessitent des capacités humaines. Et c'est là où intervient l'Institut de l'énergie et de l'environnement de la francophonie. C'est un travail de formation et de renforcement des capacités des acteurs de développement qui sont au niveau des pays en développement et qui ont besoin justement d'être outillés pour faire face à ces changements environnementaux. On parle d'adaptation, oui. C'est peut-être la première réaction que l'humain a face à une situation qui est en train de se pérenniser en termes de changement de contexte environnemental. On essaie de s'adapter. Mais il y a aussi qu'il faut agir sur les causes de ce changement. Pour agir sur les causes de ce changement, on parle aujourd'hui d'atténuation aussi. Comment devrons-nous agir pour atténuer justement les impacts de ces changements-là sur les conditions de vie des populations? Parce que l'objectif, c'est l'humain. On a beau parler de ressources environnementales, on a beau parler de ressources de l'environnement naturel, tout ce qu'on a comme air, eau, forêt, mais il faudrait que ça puisse servir l'homme. Comme j'ai l'habitude de dire, on ne protège pas l'environnement pour les beaux yeux de la nature, c'est pour que l'homme puisse en bénéficier. Et nous avons une situation qui est, on est en face dans un monde aujourd'hui où nous avons le monde développé et le monde en développement. Et dans les différentes dynamiques que le monde développé a eu à connaître, on commence à sentir aujourd'hui l'essoufflement, les limites de ce modèle de développement. Y a-t-il pas besoin de réfléchir sur ce que devrait être un modèle de développement qui intégrerait ces préoccupations que nous tous aujourd'hui nous sommes en train de débattre, qu'on soit du nord, du sud, qu'on soit, quelle que soit la catégorie d'acteurs dans laquelle on évolue pour assurer un développement durable. Et dans ce cas-là, je dis bien, il y a besoin d'outils techniques, scientifiques, institutionnels. Il y a aussi besoin de capacités humaines pour faire face à cela. L'adaptation, oui,
il faut connaître la situation environnementale du secteur dans lequel on veut adapter une telle pratique ou bien un tel mode de vie. Il y a aussi la nécessité de revoir globalement ces modes de consommation et de production qui ne sont pas durables et qui ont montré leurs limites. Voilà, en termes de très ramassé ce que je dis, et nous, au niveau de... Peut-être que vous connaissez peut-être l'IEPF ou non, mais sinon, vous pouvez aller voir le site. Il y a des formations que nous donnons, principalement aux acteurs des pays en développement, mais nous travaillons beaucoup avec l'expertise francophone qui se trouve au nord comme au sud. Je tiens à signaler ici que l'ICEDS est une de nos structures qui travaille avec nous sur, par exemple, la Convention sur la biodiversité. Et on travaille à l'élaboration d'outils justement pour donner aux négociateurs ou aux acteurs des pays en développement c'est quoi la protection de la biodiversité, c'est quoi d'abord cette perte de la biodiversité, qu'est-ce qui l'amène et comment on doit évoluer pour la protéger. La même chose pour mettre à disposition de ces pays, l'ICEDS nous aide aussi à produire une revue que nous avons qui s'appelle Objectif Terre et qui donne un peu l'état d'avancement des négociations sur toutes ces questions environnementales et de développement durable au niveau international. Voilà pour commencer peut-être le débat, quelques éléments que je voulais mettre sur la table et en espérant qu'on pourrait échanger là-dessus parce que je pense que s'il y a quelque chose à faire aujourd'hui, on doit s'orienter vers le concret, vers l'opérationnel, comment s'adapter et comment amener l'humain justement à gérer, à intégrer ces questions-là pour éviter d'aggraver la situation environnementale que la planète connaît. Merci bien, madame. François Antil, à quelles références et piliers structurels les changements climatiques s'adressent-ils aujourd'hui? Moi, je peux vous adresser surtout les questions au niveau de la gestion de l'eau. Puis, au niveau de la gestion de l'eau, il n'y a pas lieu d'attendre là, les changements climatiques que l'on annonce pour commencer à agir. On est déjà en crise au niveau de la gestion de l'eau. Le problème ou le changement causé par l'homme ne vient pas du climat, mais vient plutôt de l'augmentation de la population. La population mondiale a augmenté considérablement depuis 200 ans. Ça cause des stress importants sur la ressource en eau. Et on est donc déjà en mode adaptation, mais pas par rapport au changement climatique, par rapport à l'augmentation de l'utilisation. Bon, la population est plus grande, mais aussi les moyens technologiques dont on dispose nous permettent maintenant de puiser l'eau dans des quantités industrielles sans aucune difficulté. Quelques exemples, la ville de Mexico va chercher maintenant de l'eau à plus de 200 km. C'est un peu comme si Montréal venait chercher de l'eau quasiment aux portes de Québec. Il faut imaginer aussi que cette eau-là, Mexico étant placée sur un plateau de plus de 2 km d'altitude, l'eau doit être remontée sur 1,5 km et sur 200 km. L'eau, c'est lourd. Chaque mètre cube, c'est 1 tonne. Donc, il y a des quantités d'énergie incroyables qui sont utilisées strictement pour amener l'eau vers la ville de Mexico. Donc, de plus en plus, il va falloir qu'on regarde la gestion de l'eau, pas uniquement en termes de la quantité d'eau disponible, mais aussi en relation avec l'énergie que l'on utilise pour la déplacer, l'énergie qu'on va utiliser pour la traiter, l'énergie qu'on va utiliser pour la retourner. Donc, il y a un lien entre l'eau et l'énergie qui ne se limite pas à l'hydroélectricité, mais qui est dans nos villes, ici, dans nos réseaux de distribution. L'eau manque un peu partout. Le fleuve Colorado pratiquement ne se rend plus à la mer qu'exceptionnellement. L'eau est consommée entièrement sur le continent. Les grands lacs laurentiens sont sous des pressions sans précédent de secteurs dans le sud des États-Unis qui voudraient venir y puiser. Vous avez probablement aussi remarqué que les catastrophes sont plus nombreuses, qu'il y a plus d'inondations, il y a plus de problèmes, catastrophes importantes naturelles qu'avant. Ces catastrophes-là ne sont pas causées par l'augmentation des précipitations ou des événements liés au changement climatique. Ils sont causés par l'augmentation de la population qui va s'installer malheureusement dans des endroits à grande vulnérabilité. Donc, les villes ont grossi
Puis un tremblement de terre à Mexico aujourd'hui aura bien plus d'incidence qu'un tremblement de terre à Mexico il y a 1000 ans. Donc, il y a une augmentation de notre bâti, il y a une augmentation de notre investissement, une augmentation de la population, notre vulnérabilité augmente. Et même si, comme de fait, les catastrophes sont de plus en plus nombreuses, c'est à cause de la présence d'humains, donc, et non pas à cause des changements climatiques. Ceci dit, ces changements climatiques-là vont venir affecter le futur et on doit quand même tenir compte de ces changements-là. Si on regarde pour le Québec, ce qu'on s'attend, c'est que l'hiver va être plus court, donc la crue printanière va être devancée. Donc, on parle d'ici 30 à 40 ans d'une crue qui pourrait être devancée d'un bon mois. Et en termes de difficultés, peut-être le principal problème, c'est qu'on s'attend à des étiages estivaux plus importants. L'été va être plus long, potentiellement plus chaud, donc l'évaporation va être accrue et il risque d'avoir moins d'eau disponible en surface. Je vais laisser le plaisir à mon voisin probablement de parler des questions d'irrigation et de changements liés à l'agriculture, mais les pressions sur cette eau-là risquent d'augmenter et on a donc besoin d'outils. C'est une des questions qu'on nous avait soumises. On a besoin de développer des outils pour régler la crise actuelle et aussi penser déjà à ce que vont nous apporter les changements climatiques. Par exemple, au Québec, on n'a pas encore de plan de conservation d'eau. C'est quelque chose que le ministère de l'Environnement travaille et donc d'ici peu, il va y avoir des propositions, mais c'est quand même surprenant qu'il n'y en ait pas encore. En fait, surprenant, oui et non. On a tellement d'eau qu'on a toujours pensé qu'il y en aurait à l'infini et on s'en est peu soucié. Donc, ce plan de conservation sera le bienvenu et était probablement une première étape ou une première